Bonjour à tous, bonsoir Cosima, bonsoir Samuel. Alors, on ne vous voit pas, mais on se voit entre nous, donc c'est un petit peu curieux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce film. Moi, il m'a passionné. Je m'appelle Flavie Després, je suis la directrice et fondatrice d'un média qui s'appelle Care News, qui a 5 ans et demi. On est le média des acteurs de l'engagement. Notre propos quotidien, c'est de relayer de l'info sur des acteurs engagés, qu'il s'agisse d'entreprises qui sont en train de changer, de fondations d'entreprises, d'associations, d'ONG et bien sûr de citoyens. On leur donne la parole, on les met en valeur et on anime un peu ce secteur de l'engagement qui est en train de devenir si riche grâce aux prises de conscience que certains militants, dont certains militants déploient toute leur énergie pour la mettre en œuvre. Je suis heureuse ce soir de recevoir donc Cosima qui est la réalisatrice et Samuel. Je vais vous laisser tous les deux vous présenter et ensuite, moi j'ai plein de questions à vous poser, mais je pense que le public aussi. Donc Cosima, c'est pas honneur aux dames, c'est honneur à la réalisatrice. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement votre parcours, ce qui vous a emmené jusqu'à la réalisation de ce documentaire? Oui, donc moi je suis réalisatrice et je m'intéresse beaucoup pour les sujets comme la technologie, notre relation avec la technologie, la société, la consommation, pourquoi on a besoin d'avoir des objets dans notre vie et tous les sujets comme ça, les recyclages. Et donc, Pré-AGT, c'était mon premier documentaire long, c'est-à-dire 75 minutes. Avant, j'avais fait des choses sur la science et recyclage et des choses comme ça, mais plus court. Et donc, je suis très contente d'être là parce que pour moi, c'est toujours une partie, c'est faire le documentaire et l'autre partie, c'est avoir l'opportunité de parler ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information, qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions. Pour moi, un film a besoin aussi de continuer comme ça. Et donc, je suis très contente que tout le monde est là et merci beaucoup pour cette opportunité. Merci Cosima. Samuel, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, et aussi la structure que vous présidez, qui est HOP, Halte à l'obsolescence programmée? Ben oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc voilà, je m'appelle Samuel Sauvage et je fais partie des cofondateurs de cette incroyable aventure qui a été et qui est toujours HOP. Donc, une association qui milite pour l'allongement de la durée de vie des produits, qui lutte contre l'obsolescence programmée que vous avez découverte peut-être ou redécouverte grâce à ce documentaire. Et donc, moi, je suis économiste et je travaille depuis une dizaine d'années sur toutes les alternatives économiques, on va dire, pour rendre notre modèle de développement compatible avec le fait qu'on n'a qu'une seule planète, donc qu'il faut évidemment en prendre soin et voir comment est-ce que socialement, écologiquement, on peut produire et consommer autrement. C'est un peu ça qui m'a animé au sein de l'association et ce qui est super, c'est que ça a quand même bien pris. Là, on est 40 000 en France à être membre ou partie de HOP. Et à faire bouger les choses, évidemment beaucoup moins qu'on ne le souhaiterait, mais quand même beaucoup plus que si on n'avait pas existé. Donc c'est quand même un combat qu'on doit mener encore collectivement. Donc voilà, ça c'est pour l'association HOP qui a été donc créée en 2015 et qui fait plein de choses. Je pourrais en reparler tout à l'heure. Bien sûr. Alors la première question, c'est que le film de Cosima, il fait écho auprès de nous qui l'avons découvert. Moi, j'avoue, je l'ai découvert à l'occasion et de toutes les personnes qui viennent de le visionner, des militants, des politiques, des politiques en charge du réemploi. Et alors, ce que j'ai appris en préparant un peu la table ronde, c'est que HOP a une histoire particulière avec Prêt à jeter, donc ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de ce lien qui vous lie autour de ce documentaire? Oui, parce que pardon. Juste ce que j'allais dire, c'est que il y a parfois certains documentaires qui provoquent des déclics. On est, je pense, dans une ère de surinformation, de surexposition à des contenus où il est parfois difficile de les hiérarchiser.
Mais parfois, il y a des documentaires comme Prêt à jeter qui créent un déclic. Et ça a été le cas, je pense, pour cet excellent documentaire, parce que c'était le cas notamment de Laetitia, cofondatrice de l'association, qui, eh bien, après avoir vu ce documentaire, s'est dit il faut absolument qu'on monte quelque chose. Et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est de voir la complémentarité entre, d'une part, ceux qui savent faire des documentaires, et ensuite ceux qui savent faire, comme nous, on va dire, du lobbying, du plaidoyer, qui savent faire des actions en justice. Donc finalement, l'impact du documentaire, il ne limite pas au fait qu'il y ait quelques personnes dans leur chaumière qui l'ont vu, mais il peut être démultiplié en fonction du déclic que ça crée chez certaines personnes. Donc c'est vrai que chez Hop n'existerait peut-être pas sans ce documentaire. Alors ça, c'est une responsabilité importante, Cosima. Et au-delà de Hop et donc de Laetitia, chez qui ça a été un wake-up call, Cosima, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que vous avez pu voir du documentaire à l'international quand il a été, ou en France ou ailleurs, quand il a été distribué? Donc, je crois que, donc pour moi, c'était un peu une surprise qu'il y avait beaucoup de réactions parce que le film a sorti la première fois, c'était en France et Espagne, et le jour après, les gens, ils étaient en train de parler sur l'obsolescence programmée dans l'autobus, et c'était incroyable. Et je crois, peut-être la première chose, c'était qu'on avait donné un nom, parce que je crois, tout le monde savait quelque chose est en train de passer, non? Tout le monde connaît les gens, non? Comme les gens qui disent avant les choses a duré plus, qu'est-ce qui se passe avec la construction des choses, pourquoi ça se casse toujours, et c'était possible de mettre un nom et dire que ça existe, non? Tu n'es pas fou, tu n'as pas imaginé ça, et trouver les preuves, parce que ça pour moi c'était un peu mon projet, pas répéter les théories de conspiration, sinon de trouver les gens qui pouvaient dire oui, ça existe. Et donc après, j'étais très contente qu'il y avait des projets comme Hop, il y avait des livres, il y avait dans un moment un lien en YouTube avec 1 million de visionnages, c'était incroyable. Il y a des écoles qui m'écrivent, les étudiants, et donc j'espère qu'on a aidé à commencer un débat avec un point nouveau, pas penser c'est vrai ou pas, sinon, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait, non? Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut changer la situation? Je crois que la prise de conscience, c'est la première étape nécessaire à l'action. Et en parlant d'action, Samuel, donc on a vu, et tout le monde a pris conscience, s'il ne l'avait pas déjà en tête de cette pratique. Comment on peut faire pour y mettre fin? Alors rapidement, parce que c'est peut-être 3 années de fac que je vous demande, donc en quelques mots, est-ce que vous avez des pistes de solutions à nous proposer? Bah oui, nous, depuis 2015, on y réfléchit sur comment est-ce qu'on lutte contre l'obsolescence et comment est-ce qu'on favorise, du coup, l'allongement de la durée de vie des produits, la réparation, le réemploi, etc. Et donc, à partir de là, on s'est dit, finalement, il faut que les entreprises produisent autrement. Mais pour que les entreprises produisent autrement et qu'on consomme autrement, eh bien, il faut les influencer. Et pour les influencer, il y a plusieurs leviers. Il y en a un, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics, qui mettent en place des normes, qui mettent en place des interdictions, comme celle qu'on a en France depuis 2015, celle de l'obsolescence programmée. On peut les poursuivre en justice, du coup, vu que maintenant on a ce délit d'obsolescence programmée en France, et donc on est l'association qui a, pour la première fois, porté plainte pour obsolescence programmée contre Apple, contre Epson, etc. Donc c'est une première étape de dire, voilà, il y a des choses qui sont interdites. Il y en a d'autres qui sont favorisées. Enfin, l'État, il peut aussi mettre en place une garantie plus longue. Aujourd'hui, on a une garantie de 2 ans pour les produits. Eh bien, on pourrait avancer vers 5 ans, 10 ans, comme le proposent récemment les membres de la Convention citoyenne. Donc, l'État, il a des choses à faire au niveau de l'interdiction. Il peut aussi promouvoir avec des fiscalités avantageuses. On peut imaginer que la réparation devrait coûter moins cher et donc qu'elle soit promue par une TVA ou par un fonds particulier qui soutienne. Donc ça, c'est toute l'action des pouvoirs publics qui est importante, même au niveau local d'ailleurs. Et puis, les consommateurs aussi,
on a notre rôle à jouer puisqu'on achète des produits et donc nous, en tant qu'association, on joue aussi pour sensibiliser les gens. On va dans les écoles, on fait des conférences, on écrit des livres, etc. pour montrer que c'est un phénomène qui existe, sur lesquels il y a des solutions, il y a des alternatives, il y a des entreprises qui ont trouvé d'autres modèles économiques qui sont rentables et qui sont donc basés sur le fait de dire l'allongement de la durée de vie des produits, ça peut être bénéfique pour la planète, pour le portefeuille. Et finalement, c'est un modèle d'avenir parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a de ressources limitées sur cette planète et on ne peut pas se permettre de consommer des ressources limitées pour en faire des montagnes de déchets à la fin. Avec au passage le fait qu'on programme, on fait en sorte que les produits durent peu longtemps. Donc c'est pour ça, nous, on a pas mal de leviers d'action, sensibilisation, plaidoyer, action en justice. Et puis, dernière chose, on a aussi un club d'entreprises avec une vingtaine d'entreprises pour aussi promouvoir les boîtes qui, malgré tout, essayent de s'engager sur d'autres modèles économiques. Donc, il faut aussi les faire connaître et les accompagner parce que ça va quand même passer par les entreprises à un moment ou à un autre. Et c'est des grandes entreprises ou c'est des entreprises type ESS et déjà économie circulaire qui vous accompagnent ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit peu de tout. C'est plutôt des entreprises engagées qui sont des entreprises qui sont, par exemple, sur des modèles de location comme Michelin avec vos pneus, mais aussi des entreprises sur les pièces détachées, sur la réparation, donc des Spareka, des iFixit, toutes ces petites entreprises qui sont d'ailleurs pas toutes très petites, mais qui permettent de faciliter toutes ces initiatives d'allongement de la durée de vie des produits. Parce que finalement, nous, on a cette conviction qu'il faut avoir la carotte et le bâton, d'une certaine manière. On n'hésite pas à attaquer en justice Apple. À la fin, ça a d'ailleurs abouti, puisqu'ils ont payé 25 millions. C'est une des questions. Oui, ils ont payé 25 millions d'euros quand même à l'État français suite à notre plainte. Alors, vous me direz, 25 millions d'euros pour Apple, c'est peut-être pas énorme. Malgré tout, pour nos écoles, nos hôpitaux, etc., c'est pas rien d'avoir réussi à avoir cette sanction. Mais d'autre part, il faut pas être uniquement dans la dénonciation, mais aussi voir qu'il y a des boîtes qui essayent de trouver d'autres modèles et essayer de les encourager, de les faire connaître, parce que sinon, on n'aura pas d'alternative. Donc voilà, on est sur ce balancier qui est jamais simple, mais à mon avis qui est nécessaire pour justement trouver les solutions ensemble à ce phénomène qui est vital en fait pour la vie sur Terre. Merci Samuel. Alors, je vais profiter d'une question de Marine pour me relier à Cosima. Alors, Marine dit, en France, nous avons mis en place des éco-organismes pour s'assurer de la gestion des produits en fin de vie. Et elle demande si c'est suffisant, ce qu'on a comme système en France, quand on voit que les industriels envoient encore tous leurs déchets au bout du monde. Et il me semble, Cosima, que c'était un sujet d'intérêt pour vous, les déchets qui sont envoyés à l'autre bout dans d'autres pays à l'autre bout de la planète. Vous allez faire documentaire, il me semble que c'est un sujet d'intérêt. Et du coup, ma question est double. C'est Cosima, est-ce que c'est un autre sujet d'intérêt et c'est quoi les prochains documentaires que vous allez faire? Et du coup, après Samuel, en 2 mots, si vous pouvez donner une réponse sur est-ce que c'est suffisant ce qui est mis en place actuellement? Donc, moi, je suis en train de chercher des autres projets. Il y a pas un projet justement maintenant qui est connecté avec l'obsolescence ou la consommation ou le recyclage. En fait, je suis en train de travailler sur un projet sur les allergies et c'est plus connecté avec la science et aussi avec l'environnement parce que les allergies, ils augmentent beaucoup et comme toujours, c'est les humains au centre du problème, le monde change et comme ça, on est plus susceptible. C'est-à-dire, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est toujours comme ça. Ce jour-là aussi, avec l'épidémie et tout ça, on rentre très souvent sur le sujet qu'est-ce qu'on fait nous avec notre environnement et la consommation, c'est une chose et c'est très connecté aussi avec l'obsolescence parce que si les choses ne durent pas, c'est casse, il faut acheter un autre objet, il faut gagner plus d'argent, il faut travailler plus, mais aussi c'est des toxines pour l'environnement.
et on est dans plusieurs chemins, plusieurs manières, pardon, mon français c'est un peu rouillé, mais pour nous, ça semblait, nous manque un chip dans la tête, non, parce qu'il y a comme, on détruit les planètes de plusieurs manières et ça c'est très dangereux quand on voit justement de ce moment-là aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Mais votre sujet d'intérêt, c'est toujours autour de... Il y a quand même un lien entre l'humain, la santé de la planète et des personnes et les lobbying ou ce que la consommation crée avec des externalités quand même négatives. Et du coup, Samuel, alors je vous pose la question, mais je ne sais pas si vous pourrez y répondre en 2 phrases, mais est-ce que c'est nous qui faisons mal les choses ou est-ce que les infrastructures sont insuffisantes pour trier les déchets ou est-ce qu'on fait trop de déchets? Ouais, je pense, une très bonne question de dire aujourd'hui, on a essayé de traiter plutôt un symptôme. En réalité, avec les éco-organismes, on a fait croire que l'économie circulaire, c'était le recyclage. C'est faux. Les éco-organismes, ils s'occupent principalement, malheureusement, même s'ils essayent de changer, ils s'occupent principalement du recyclage. Mais le recyclage, c'est une arnaque. Le recyclage, c'est faire croire qu'on peut continuer à consommer autant. Alors, et parce que tout ira bien, on va recycler nos produits. Non. Dans le recyclage, on a une perte de matière, on a une perte d'énergie à chaque fois. Et donc, en réalité, c'est pas un processus durable. Donc, la vraie réponse, c'est plutôt la sobriété, c'est consommer moins. Pour consommer moins, il faut que nos produits durent plus longtemps. Il n'y a pas de solution autre si on veut maintenir un équipement. Et donc, à partir de là, la lutte pour allonger la durée de vie des produits, elle est centrale. Après, il y a une lutte aussi contre les faux besoins, toute la publicité qui nous incite à acheter, à renouveler sans arrêt nos produits ou à créer de nouveaux besoins. C'est aussi quelque chose qu'il faut combattre parce que il faut qu'on arrête d'avoir cette croissance matérielle sur laquelle repose notre économie et qui n'a aucun sens, qui est complètement décorrélée du fait qu'on a du bien-être, qu'on est heureux, qu'on a du lien social, etc. Donc finalement, cette question du recyclage, si on déroule la bobine, on trouve une interrogation centrale en fait par rapport à notre modèle de société, je trouve. Merci. À ce sujet, je vais pas de la pub pour mon canard, mais pour un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Books, qui est l'équivalent de Courrier International pour la littérature. Et il y a beaucoup de sujets sur la décroissance dans le dernier, sur degrowth, et c'est vraiment passionnant pour ceux que ça intéresse. Alors, avant de passer, il y a d'autres questions. Je vais essayer de tout caser en 3 minutes. Il y en a une quand même, c'est donc vous nous avez dit à quel niveau on pouvait agir, donc principalement au niveau de la consommation. Mais il y a beaucoup de gens, dans les questions, il y a qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, il y a un passage qui m'a interpellée dans le documentaire, c'est celui sur la valeur des ingénieurs. Et est-ce que vous pensez que donc il y a la pub, le moins consommé, l'industriel et au niveau du citoyen. Donc, est-ce que en termes le citoyen employé, j'allais dire, est-ce que vous pensez, même s'il y a quelques cursus qui sont en train de s'ouvrir, et je ne sais pas comment c'est chez vous, Cosima, qu'il peut y avoir des valeurs changeantes pour les générations à venir et le nouveau salariat, on va dire, responsable? Moi, je pense que la première chose, c'est pas oublier qu'on est beaucoup du monde. C'est-à-dire, si on n'achète pas ou si on change notre comportement de consommateur, les choses vont changer et ça commence. Voilà, on peut faire un peu de mathématiques. Par exemple, si j'ai un téléphone et maintenant on jette le téléphone presque chaque année. Si on essaie de réparer ou pas changer tout le temps, parce que l'obsolescence aussi, c'est dans la tête, c'est pas seulement que c'est casse, mais des fois c'est la combinaison entre la mode, la technologie et tout ça. Et c'est une séduction et on n'est pas seulement les victimes, non? On nous donne permis aux grandes entreprises de nous faire actuer comme ça, non? C'est tout le monde ensemble. Et si j'ai un téléphone et je le répare ou simplement je ne change pas, je change après 2 ans et pas 1 an, ça serait la moitié des déchets parce qu'il y a des millions de téléphones comme ça, non? C'est-à-dire, il faut pas oublier qu'on est
beaucoup de petites personnes. Ici, on fait quelque chose ensemble, ça change, non? Ça peut commencer si j'achète quelque chose et ils me disent, on ne peut pas réparer ça. Je peux me plaindre avec une voix forte et dire, mais je veux le droit et pourquoi on n'a pas les parties pour changer, pourquoi on ne peut pas le réparer, non? C'est-à-dire, je crois, il faut demander toujours. Ça commence dans les magasins, non? Pourquoi je ne peux pas réparer ça? Pourquoi c'est si cher, non? Et si on fait tout le monde de ça, je crois aussi le marché va changer, non? C'est-à-dire, oui, parce qu'on ne peut pas changer tout, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, non? Et si j'arrête d'acheter des choses qui ne sont pas bien faites, ou si je commence à m'informer mieux où je peux réparer, si je pense comment, moi, dans ma tête, et peut-être les copains, les amis, je peux disconnecter un peu cette association entre identité et acheter des choses qui ne durent pas, non? Il y a beaucoup de petites choses comme ça où on peut commencer. Et après, il y a des autres sujets, non, comme la politique. On peut voter différent. On peut regarder s'il y a une partie politique avec un programme plus écologiste, non. On peut s'intéresser pour le dessin des choses, non. Et on n'a pas d'excuses. C'est ça que je veux dire. C'est les élections ce week-end. Oui, on peut choisir beaucoup de choses, des endroits où on peut être actif. Et Samuel, du coup, à votre avis, à tous les niveaux, vous allez me dire, mais à quel niveau on peut intervenir et est-ce qu'au niveau de la jeunesse et de l'éducation, vous pensez qu'il y a quelque chose de plus à faire que ce qui est fait actuellement? Alors, je suis un peu embêté avec ce genre de questions à chaque fois parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est une erreur de considérer que la solution va être de mieux informer les gens. Vous parlez à quelqu'un qui dirige un média. Oui, de sensibiliser, de mieux informer. Pourquoi? Parce que finalement, on regarde là ce qu'on a fait pendant le confinement. On a consommé beaucoup moins, on était obligé, etc. Et finalement, nos émissions de gaz à effet de serre, elles étaient à peu près l'équivalent de ce qu'il y en avait en 2006. Donc, on est très loin de ce qu'on devrait faire pour diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Même avec cette sobriété-là. Et en réalité, c'est insuffisant. Même si on avait une grande partie de la population qui faisait tous ces gestes, ce serait insuffisant. Donc, et en pratique, ce qu'on constate, c'est qu'on est malheureusement une minorité à se préoccuper. Et d'un autre côté, je pense que c'est indispensable qu'on agisse individuellement. Parce que c'est une question de cohérence et c'est une question pour ensuite être crédible, pour porter des propositions et donc pour essayer de pousser les entreprises à produire différemment, pour essayer de pousser l'État par le vote, par plein de moyens d'action, pousser l'État à avoir des règles contraignantes et à les contrôler, etc. Donc, je pense qu'on aura besoin de décisions collectives, donc on aura besoin d'une action politique, publique, au niveau européen, au niveau national, au niveau local, forte, qui contraignent, qui interdisent, qui taxent. Sinon, ça ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions. Et aussi, mais pour ça, en fait, on a besoin de sensibiliser, on a besoin que les citoyens poussent dans ce sens. Donc, c'est pour ça que c'est une réponse, et c'est ce qu'on fait nous en tant qu'association, on sensibilise. On a un site qui s'appelle produitsdurables.fr où on recense les marques qui sont les plus durables, mais aussi on donne des conseils, c'est-à-dire comment est-ce que vous réparez votre lave-linge, comment est-ce que vous achetez un lave-linge d'occasion, comment est-ce que vous l'entretenez, etc. Parce que vous avez un rôle à jouer, oui, et vous êtes obligé de le jouer si vous voulez être cohérent, si vous voulez avoir un impact positif sur la planète, mais soyez conscient que ça va pas suffire. Et donc, il faut pousser le débat au niveau politique, à mon avis, à un niveau sur les structures de la société, sur les grandes entreprises, etc. Sinon, le petit geste, malheureusement, aujourd'hui ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que je suis parfois un peu embêté avec ces questions. Non, c'était plus sur le... Voilà. Moi, c'est pas que sur l'information. Si vous avez, il nous reste 1 minute. C'était vraiment, moi, ce qui m'a interpellée, c'est la formation. Que comme nous, on reçoit pas mal de jeunes qui nous demandent, qui cherchent du sens, des boîtes où bosser, qui soient pas polluantes, etc. Et moi, je suis bien mal passée pour leur répondre parce que je vais pas faire conseiller d'orientation durable, j'ai pas la formation pour. Mais c'est plus, est-ce que le déclic qui est peut-être en train de se produire chez certaines personnes vient pas d'un âge un tout petit peu plus jeune ou voilà, c'était plus sur vraiment à quel âge faut-il s'éduquer. Donc c'était pas de la sensibilisation, c'était vraiment de repenser aussi notre modèle économique à partir de l'école, quoi.
C'est sûr que oui, nous, on porte aussi des propositions pour enseigner la réparation dès le collège, pour que dans les cursus d'ingénieurs, on ait effectivement davantage de formation à l'éco-conception. Par exemple, sur le numérique, c'est absolument scandaleux. Les développeurs numériques, aujourd'hui, en général, ne sont pas formés à ce qu'on appelle l'éco-conception numérique, c'est-à-dire une manière de faire des sites Internet, etc., qui soient sobres en utilisation de ressources et d'énergie. Donc ça, il faut le pousser, vous avez raison, et notamment parce que voilà, quand un travailleur va dire non, ça je veux pas le faire, je veux pas travailler là, déjà ça change, ça oblige l'entreprise à trouver des solutions, à payer plus, etc. Et puis en plus, ce que j'ajouterais, c'est les lanceurs d'alerte. C'est ceux qui se retrouvent à cette place et qui à un moment se disent non, ça me correspond pas, faut que je dénonce. Et ça nous aiderait, si certains d'entre vous bossent dans certaines boîtes qui font de l'obsolescence programmée et qui veulent le dénoncer, nous, on est preneurs parce que ça manque de preuves, hein. Comme disait Cosima, souvent, bon, il y a ce soupçon, mais on n'arrive pas à aller jusqu'à la preuve tangible. On n'est pas dans la tête des ingénieurs des grandes boîtes qui sont malheureusement coupables ou complices de ces pratiques. D'accord, donc agir soi-même, s'informer, soutenir le lobbying et agir de l'intérieur de la structure dans laquelle on est. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner le nom de la plateforme, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'elle pouvait trouver des recommandations pour consommer autrement, etc. C'est produitsdurables.fr, oui. Merci beaucoup. Bon, il est 46. J'ai presque respecté mon engagement de lâcher l'antenne à 45. Merci beaucoup à tous les deux. J'aurais bien aimé parler toute la soirée avec vous, mais il faut rendre l'antenne à Noémie. Merci au Canot pour cette invitation. Merci Cosima pour ce documentaire. J'étais contente. Mon hop, je connaissais déjà, mais c'était un travers professionnel, mais je suis contente d'avoir échangé avec vous. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Care News, je vous invite à aller sur le site. Tous mes réseaux sociaux et mon handle, c'est mon prénom et mon nom, donc Flavie Després. Et pour ceux qui sont curieux, j'ai un podcast avec des entrepreneurs à impact dedans. Donc Samuel va pas être content, mais il y a pas mal d'acteurs de l'économie circulaire et du recyclage. Et en tout cas, c'est des gens qui peut-être qui sont pas parfaits, mais font de gros efforts pour construire l'économie autrement. Et c'est tous les 15 jours, ça s'appelle Changer la norme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les spectateurs et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette projection du documentaire Prêt à jeter de Cosima Danoritzer qui a été produit par Arte. Et merci d'avoir assisté à cette table ronde qui clôt donc le cycle sur l'économie circulaire de notre festival L'été de l'économie engagée. Merci à tous nos intervenants, Cosima Danoritzer, donc réalisatrice du documentaire, et Samuel Sauvage, président de HOP, à l'obsolescence programmée. Et merci à Flavie Dupré de Care News pour l'animation de cette table ronde. Nous sommes très heureux d'avoir sélectionné les documentaires du festival en partenariat avec FIPADOC, le Festival international du documentaire, Imago TV et Arte. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 19h sur la page Facebook des Canaux pour la conférence Nourrir les villes, comment soutenir une production locale, et jeudi prochain à 20h sur Imago TV pour la projection de Jeunes bergères dans le cadre du cycle alimentation durable et agriculture. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre toute la table ronde, nous vous invitons à suivre notre page Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter et retrouver toutes ces informations sur notre site internet lescanaux.com. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.